pas si ça se voit sur mon visage, mais je suis vraiment heureux d'être là. Vraiment, de faire votre connaissance. C'est le thème de ce soir. Et je ne sais pas si ça se voit aussi, mais je suis très surpris, pour ne pas vous dire un petit peu embarrassé. Je vais vous expliquer après pourquoi. D'abord, permettez-moi de me présenter. Donc, je m'appelle Jérôme, j'ai 47 ans, j'ai 4 enfants, et je suis architecte de formation. J'exerce depuis maintenant 20 ans le métier de promoteur immobilier. Alors j'adore ce moment, ce qui est toujours un petit blanc, promoteur immobilier, que ce soit dans les dîners ou dans les promoteurs immobiliers. Alors c'est vrai qu'à la Baule, quand on dit qu'on est promoteur immobilier, ça prend une tournure tout à fait particulière. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher d'ailleurs, mais voilà, je suis promoteur immobilier et j'adore mon métier. Alors je le disais, j'ai 47 ans. C'est un âge que j'adore, parce que je suis statistiquement au milieu de ma vie, si le bon Dieu me prête une vie jusqu'à 94 ans, mais ça me prend bonne tournure vu les statistiques. Je suis au milieu de ma vie, donc je suis, en résumé, je suis plus un jeune con, je suis pas encore un vieux con, je suis con tout court, et je suis vraiment heureux. Et le fait d'être con m'oblige devant vous à être devant vous en toute franchise. Alors pour être franc, vous parlez de quoi? De la connaissance? C'est là où je suis embarrassé. Regardez d'où je viens. Ça, c'est mon bulletin scolaire, enfin c'est mes cols du bac, mes notes du bac, que j'ai passé en 90. J'ai fait une filière éco. Et j'ai commencé, voilà, 9, coefficient 3 en histoire géo. Philosophie 5. Coefficient 3. C'est pas drôle. Et sciences éco 8, coefficient 4. Il faut juste vous dire que ces 3 matières sont le cœur d'une terminale B, comme on l'appelait à l'époque. Alors, pourquoi je vous montre ces notes ? Pas pour faire l'éloge de la médiocrité, ou de ma médiocrité en l'occurrence, mais juste pour vous dire que ces 3 matières, aujourd'hui, constituent la structure de ma vie professionnelle. Il ne se passe pas une semaine sans que je fasse appel directement ou indirectement à l'une de ces 3 matières, je dirais même ces 4 matières, puisqu'il y a histoire et géographie. Alors, d'où je viens, je vous le disais, alors je vais me mettre un petit peu en recul, parce que c'est la place que j'avais dans une classe, en fait. J'ai passé ma scolarité à avoir cette place. J'étais au fond de la classe. Et je vous assure que j'étais très heureux. J'étais très heureux. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous imaginez le panorama que vous avez. Vous voyez le tableau, vous voyez l'architecture de la classe, et surtout, ça m'a amené à découvrir beaucoup de choses. La première chose que j'ai découverte, c'est que j'avais toujours une vue sur l'enseignant. J'ai vu tantôt la passion de l'enseignant, j'ai vu parfois la tendresse de l'enseignant, j'ai vu la technique de la pédagogie, et j'ai vu aussi parfois l'épuisement de l'enseignant. J'ai vu aussi la classe qui bougeait, les premiers de la classe, qui étaient au premier rang, HEC, Centrale, X, Sciences Po. J'étais dans un collège très élitiste. Et ces premiers de la classe m'ont toujours aidé, ont toujours été hyper sympas avec moi. Puis derrière, la graduation se faisait, et il y avait cette classe qui bougeait. Et puis il y avait un rapport à la connaissance qui me dépassait complètement. Pour tout vous dire, je ne cherchais jamais à trouver la réponse, je cherchais déjà à comprendre la question. Et quand il y avait une question qui était posée par un professeur, il y avait des bras qui se levaient dans tous les sens. Et je me souviens même d'un copain, il avait un bras inversé, comme ça, quand il avait tellement envie de répondre, tellement soif de connaissances, qu'il avait un bras totalement... Et j'ai découvert finalement la beauté de l'homme et de la femme. Comment les gens appréhendent leur connaissance, à leur niveau. Moi, le mien, il est au fond de la classe. Alors là, je fais le malin. Mais j'ai beaucoup souffert de ça.
Parce que j'ai découvert que la connaissance était un son qu'on émettait ou qu'on recevait. Et quand vous avez ces notes-là, vous n'êtes pas audible. Vous pouvez mettre un son, mais vous n'êtes pas audible. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous vous demandez parfois, notamment pendant l'adolescence, si vous êtes une personne normale. Et j'ai découvert, il y a très peu de temps, qu'en latin, le persona, ça veut dire le masque. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas accès à cette connaissance, vous devez porter un masque. Persona, à travers le son. La personne se définit à travers le son qu'elle émet à travers son masque. Eh bien moi, mon son à moi, c'est cette note-là. Autant j'ai réussi mon bac parce que les autres notes étaient parfaitement conformes à toute ma scolarité, là je me suis planté. J'ai eu 14 en art plastique, en dessin, et j'ai toujours eu 20. Le dessin a toujours été ma passion. Mon domaine, si vous le permettez, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, mon domaine d'excellence. J'adore ça. C'est comme ça. Je l'ai toujours travaillé, j'ai toujours progressé dans le dessin. Et quand, par exemple, il s'agit de regarder un paysage, de dessiner un paysage, on peut prendre n'importe quel paysage, prendre le paysage de montagne, par exemple. On va dessiner la crête de la montagne, on va dessiner la forêt, on va dessiner ce village, le clocher au milieu du village, on va dessiner cette rivière qui passe entre deux montagnes, et puis on va dessiner le chalet qui est là, on va dessiner les vaches. Eh bien moi, quand je dessine un paysage, d'abord je prends un pied énorme. Physiquement, j'adore ça. Sauf que, il n'y a pas que ça. Moi, derrière, quand je vois les montagnes, je parle de géologie. Je vais me renseigner sur la géologie derrière. Pourquoi la montagne, elle a des couleurs de roches différentes? Pourquoi est-ce que la neige s'arrête à un niveau précis? Pourquoi est-ce que le nuage, il bute sur cette crête-là? Donc je vais réfléchir à la question du climat, de la météorologie. Pourquoi est-ce que le village s'est posé là, dans un coin complètement paumé? Je vais réfléchir à la question de l'anthropologie. Pourquoi il y a une église au milieu du village? Je vais réfléchir aussi à la question de la spiritualité. Je suis fait comme ça, et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je voudrais vous montrer cette image. Vous le reconnaissez tous. Cet homme a changé ma vie à un moment donné. J'ai trouvé une phrase de lui qui dit « Apprends comme si tu devais vivre toujours, vis comme si tu devais mourir demain. » Cette phrase m'a profondément marqué. Pourquoi? Parce que je me suis accroché à ces connaissances, à cette quête de connaissances. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que, le prophète du jeûne, de la non-violence, m'a fait découvrir que la connaissance était une forme d'alimentation. J'avais besoin de m'alimenter, à ma manière. J'ai été gavé de connaissances pendant toute ma scolarité, et tout à coup j'ai découvert qu'à travers le dessin, je pouvais me nourrir à ma façon. La connaissance, pour moi, comme l'alimentation, est une question de corpulence. On n'est pas tous capables d'apprendre la même chose. Est-ce que vous allez nourrir un nouveau-né avec du cassoulet? Non. Eh bien, il y a des gens qui ne sont pas capables non plus de se nourrir de choses trop importantes. Et cette alimentation-là, je l'ai fait progresser au fur et à mesure. Elle s'est retrouvée un jour sur une place que vous voyez ici, qui est à Nantes. C'est la place Aristide-Briand sur laquelle vous avez l'ancien tribunal de Nantes, la gendarmerie, la prison de Nantes, les maisons d'avocats, c'est la place de la justice. J'avais eu la chance, il y a 6 ans, de livrer ce bâtiment qui était donc un ancien tribunal qu'on a transformé en hôtel de luxe. Transformer un lieu de rigueur et de répression en un lieu d'accueil et de douceur. C'était le thème de ce projet-là. Je vous le montre parce qu'en fait, je vais vous parler du projet d'à côté. Et ce projet d'à côté, vous voyez ici la place Aristide-Briand, c'est la prison de Nantes, les prisons de Nantes. Vous connaissez tous la chanson. Je ne vais pas vous la chanter parce que demain, dans votre douche, vous l'aurez encore en tête et vous n'aurez aucun doute sur le fait que Nantes se situe bien en Bretagne. Les prisons de Nantes,
c'est un sujet qui m'a réveillé, qui m'a foudroyé à un moment donné. C'est là que je me suis rendu compte que mon métier, promoteur, ça veut dire promouvoir quelque chose, mouvoir le mouvement. La promotion, c'est le mouvement de quelque chose. Eh bien, dans la conception, dans la créativité, la connaissance est le seul nutriment pour nous mettre en mouvement. Et ce mouvement a créé ce projet-là. La première des choses que nous avons faites par rapport à la question du mouvement, c'est de modéliser ce bâtiment. Là, vous avez la modélisation exacte des anciennes prisons de Nantes, avec ce grand mur d'enceinte. On a modélisé le bâtiment, on l'a soulevé du sol, à environ 50 mètres de hauteur, on lui a attribué un poids, numériquement, et on l'a fait tomber au sol. Et voilà ce que ça a donné. On a voulu signifier qu'on ne faisait pas table rase du passé dans la connaissance, mais qu'on soulevait l'histoire et on la laissait se reposer au sol. Il y a 10 morceaux qui se sont créés. Et il s'est passé autre chose. Et là, c'est le deuxième traumatisme professionnel que j'ai connu. C'est que dans le terme promouvoir, la promotion, il y a la question du mouvement. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le mouvement, l'étymologie du mot mouvement, c'est movere, c'est la même étymologie que le mot émotion. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on peut mélanger l'émotion et le mouvement ? Et avec mes équipes, on a fait un travail de recherche, de connaissance, des études psychiatriques, des études sociologiques, des études fonctionnelles sur les prisons. Et on s'est rendu compte, par le plus grand des hasards, que les grands psychiatres ont établi que lorsque vous enfermez un homme ou une femme, il se produit en lui des traumatismes profonds. Il y a à peu près 10 étapes. Je ne vais pas avoir le temps de vous les développer toutes ce soir, mais je voudrais vous en donner quelques-unes. La première étape, c'est la question de la sidération. Lorsqu'on enferme un homme ou une femme, il est sidéré par ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici qu'un plan en sidération ? Sidération, c'est le sidéral, c'est épouser l'ensemble de ce qui nous entoure. La désorientation. Il m'est arrivé lorsqu'on a gagné ce concours, on a visité la prison évidemment une 50aine de fois. Il m'est arrivé de me perdre. Je connaissais le bâtiment par cœur, il m'est arrivé de me perdre. Ces bâtiments ont aussi été conçus pour qu'il n'y ait plus d'orientation. Et quand vous regardez le plan masse de ce projet, vous n'avez rien d'autre qu'une boussole. Et ce n'est pas nous qui l'avons dessiné, c'est cette chute qui l'a créée. On s'est questionné aussi sur les traumatismes psychologiques que vivent les prévenus ou les détenus. Il y en a un qui est très important, qui est celui de l'isolement, évidemment. Lorsque vous rentrez dans une prison, vous baissez la tête. J'avais eu l'occasion de visiter cette maison d'arrêt lors du chantier du tribunal, pour des raisons techniques. J'étais rentré dans cette prison, vous êtes saisis par le bruit. Vous êtes saisis par les regards. Vous n'avez plus aucune intimité. Vous perdez une grande part de votre humanité. Et la question de l'isolement est au cœur d'un bâtiment carcéral. C'est ce qu'on appelle un bâtiment de peine. Et non pas une peine carcérale ou judiciaire, mais une peine humaine profonde. Et donc, on s'est questionné de savoir quel est l'isolement aujourd'hui dans notre société. Et assez rapidement, on s'est retourné vers nos racines, nos anciens, ceux qui nous ont donné la vie, ceux qui nous ont légué ce que nous avons aujourd'hui, les personnes âgées. Dans notre société, on a oublié la vraie reconnaissance que nous devons à nos anciens. Et vous avez un bâtiment qui est totalement dédié à ces personnes. On a inventé un modèle avec un bailleur social nantais qui a accepté de faire l'exercice. Un modèle où vous avez des appartements en communauté. Alors parfois on appelle ça colocation, cohabitation, etc. Non, pour moi c'est un appartement en communauté. Vous avez un séjour commun, chacun a sa chambre. Et il y a un règlement. Chaque semaine, une personne va s'occuper de la cuisine, l'autre du ménage, l'autre des courses, etc., etc. Chacun a une fonction dans la copropriété.
À rez-de-chaussée de ces appartements-là, on a mis une crèche. C'est la défamiliarisation. 80% des détenus refusent de voir leur famille dans les 2 premiers mois de leur incarcération, pour ne pas montrer l'image qu'ils ont d'eux. Défamiliarisation. Autre point, lorsque vous êtes dans un milieu carcéral, quand vous êtes enfermé, vous n'avez pas de lumière, ou peu. Vous avez du bruit. Les médecins expliquent scientifiquement que le corps se referme, que vous commencez à avoir des céphalées, que vous commencez à plisser les yeux. Et il y a une sclérose physique qui se passe. Et c'est vrai, comme je vous le disais, que quand vous rentrez dans une prison, vous baissez la tête et vous marchez différemment. Il y a également une sclérose psychique, où vous vous enfermez, vous n'avez plus d'intimité, vous n'avez plus d'identité. Vous vous enfermez. Et donc la sclérose psychique, on a décidé, avec mes collaborateurs, de faire appel à des associations qui œuvrent pour les personnes qui sont victimes de troubles psychiques. Et vous avez, sur la gauche du projet, vous avez un bâtiment à rez-de-chaussée qui est entièrement dédié à des personnes, donc 700 mètres carrés, à des personnes victimes de troubles schizophréniques. 35% des détenus souffrent de troubles schizophréniques et 10% de la population. Enfin, il y a évidemment un sujet présent en prison, permanent, c'est la tristesse. Le bâtiment ancien que vous voyez au milieu a été conservé et ce sera un théâtre avec un restaurant. Et j'espère que dedans il y aura des stand-up, j'espère que dedans il y aura du rire. Voilà tous ces antagonismes, toutes ces connaissances qui, à un moment donné conjuguées, forment le projet que vous avez sous les yeux. Alors pour ça, c'est très simple. On dessine les choses. On dessine la connaissance des autres. Car mon métier, ça n'est rien d'autre que de rassembler les merveilleuses connaissances que tout le monde a en un objet. Cet objet, il est en pierre, c'est ce qu'on appelle l'architecture. Je voudrais vous raconter un conte, là qui nous amène à la question de la connaissance comme une quête de vérité, ou la connaissance comme l'outil de la vérité. C'est un conte arabe qui raconte ceci. Un jour, le Dieu créateur, mettez qui vous voulez derrière cette notion, le Dieu créateur observait la terre. Il fut tellement ému de la beauté de sa création qu'il décida d'offrir aux hommes ce qu'il avait de plus cher, le plus beau, la vérité. Et cette vérité, c'est un immense miroir d'une pureté absolue. Et il décida de le déposer sur terre. Mais il était tellement ému qu'il a trébuché, et ce miroir s'est cassé en autant de morceaux qu'il y avait d'hommes et de femmes sur la terre. Et là, les hommes et les femmes ont vu ça, et ont ramassé, j'ai un petit objet là, que j'ai retrouvé dans les coulisses d'ailleurs, ont ramassé chacun un petit morceau de ce miroir. Et on dit, ah, la lumière se reflète dedans. Je me vois dedans. Je vois mon voisin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai accès à la connaissance. Et les hommes ont commencé à échanger leurs connaissances. Et puis peu à peu, les hommes ont commencé à dire, ouais, attends, ma connaissance est plus importante que la tienne. Regarde mon morceau de miroir, il est plus important. Puis l'autre a dit, ouais, mais l'autre s'est enfermé. Il y en a d'autres qui se sont enfermés, qui sont mis dans un coin en disant, bah, moi, ma connaissance, elle tient qu'à ça. Et puis il y en a d'autres qui ont dit, regarde, moi j'ai ma connaissance, et en voulant montrer sa connaissance à l'autre, a commencé à le blesser, évidemment. Et on dit que c'est comme ça que sont nées les guerres, enfin c'est le conte qui dit ça, que sont nées les guerres, la jalousie, l'avidité. On raconte aussi qu'un petit enfant s'est approché d'un autre en disant, tiens, montre-moi ta connaissance. Et il s'est rendu compte que ces deux morceaux de connaissance se connectaient. Puis un troisième est arrivé et a fait la même chose. Et on dit, c'est le conte qui le dit, que les hommes ont commencé à rassembler comme ça tous ces morceaux. Et le conte dit que ça s'appelle la paix. La connaissance, élément ultime, parfois du pouvoir, de la connaissance de l'autre, de la reconnaissance, de la connaissance, naître avec l'autre. Et si je voudrais je vous remercie de m'avoir écouté, je voudrais être entendu sur une chose, c'est que, à l'exemple de ce conte,
à l'exemple des projets que je vous ai montrés, faits par plein de collaborateurs, eh bien, ne sous-estimez jamais votre niveau de connaissance. Il n'y en a pas de petite, de grande. Il y a juste un puzzle à reconstituer. N'écoutez jamais les gens qui vous disent « je le sais plus que toi ». J'en suis témoin de par mon parcours. Et pour conclure, je voudrais juste vous remercier de m'avoir écouté et de vous remercier car cette expérience que je fais devant vous m'a permis de comprendre une chose. Je vous ai surtout parlé des autres, puisqu'encore une fois, mon métier, c'est de rassembler la connaissance des autres. Je vous ai parlé des autres. Et pour moi, le travail que j'ai pu faire pour la préparation de ce petit exposé, ça m'a fait comprendre une chose. C'est que le contraire de la connaissance, ça n'est pas l'ignorance. Le contraire de la connaissance, pour moi, c'est la malchance. Merci beaucoup.